Bonjour à tous et re-bienvenue sur la chaîne Férus d'Histoire. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la révolution industrielle. Si je devais décrire la révolution industrielle en deux mots, ça serait progrès et technique. En effet, cette dernière prend ses racines au XVIIIe siècle, sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs, comme le surplus agricole, les découvertes techniques, ou encore l'achèvement de la centralisation politique nationale. Cependant, ça n'est qu'au XIXe siècle que l'on peut réellement commencer à parler de société industrielle. Celle-ci se développera d'ailleurs au XXe siècle jusqu'en 1960. Les effets principaux de la révolution industrielle sont la mobilité qui s'est fortement accrue et la productivité qui n'a fait que croître également, notamment grâce au taylorisme. L'on remarque également une grande expansion démographique accompagnée d'une grande concentration de population dans les villes. En outre, la révolution industrielle est indissociable du capitalisme. En effet, ce régime économique tant décrié aujourd'hui doit son essor principalement à cette révolution industrielle. Comme je le disais plus tôt, la révolution industrielle débute au XVIIIe siècle. Par ailleurs, l'industrialisation de nos sociétés va se faire par vagues successives, tout au long du XIXe et du XXe. Sur le plan sociologique, on peut dire que la machine, dans la vie quotidienne des gens, a été une composante importante de la révolution industrielle. Cette dernière désigne d'abord une transformation du rapport de l'homme avec son environnement naturel. En effet, avant la révolution industrielle, l'homme affrontait cet environnement naturel par ses forces physiques et ses outils. Et grâce à l'outil industriel, le corps tout entier de l'homme est remplacé. C'est l'invention de la machine à vapeur et son utilisation industrielle qui permettent le vrai démarrage de la révolution industrielle. Avant cela, il faut tout de même signaler qu'on assiste à des émergences très embryonnaires d'innovations technologiques, qui déjà sont des machines comme le moulin à vent et le moulin à eau. La machine va s'introduire dans toutes les activités humaines, transport, métallurgie et sidérurgie, chimie, etc. Son immersion dans ces secteurs va provoquer d'énormes gains de productivité. On peut aussi distinguer trois grandes révolutions industrielles. La première, comme vous vous en serez douté, sur le plan technologique, qui consiste en une cascade de nouvelles innovations qui portent leurs fruits et génèrent d'autres découvertes. Parmi ces nouvelles innovations, on soulignera celle de la machine à vapeur au XVIIIe siècle par James Watt, en 1769 pour être précis, celle du chemin de fer pendant le boom de 1840, celle de la sidérurgie et de l'électricité en 1878, ou encore à l'information, plus particulièrement pendant la révolution numérique, grâce au progrès cybernétique des années 1970 et 1980. Le deuxième plan concerne celui de la production. En effet, les révolutions technologiques engendrent de nouveaux procédés de fabrication et d'organisation de la production, de nouveaux produits, de nouveaux services, et donc génèrent de nouveaux marchés. Le troisième et dernier plan est celui de la communication. La révolution industrielle a permis le développement, comme je l'ai dit précédemment, des chemins de fer et puis de l'automobile. Dès le XIXe siècle, la presse a connu un essor fulgurant, suite à la mécanisation de l'imprimerie permettant les tirages en quantité considérable. Le développement de l'électricité a permis l'électrification des trains, mais aussi le développement du télégraphe, du téléphone et de la radiotélévision. Avec l'avènement de la société industrielle, on assiste à une mutation du statut du travail. En effet, ce dernier sera de plus en plus valorisé
notamment par des auteurs comme Adam Smith ou encore John Locke. Cette vision est en totale opposition avec la mauvaise image que les gens avaient du travail. Avec le changement de statut du travail, on constate également l'apparition de la mesure de la rentabilité du travail. Cette rentabilité sera poussée à son paroxysme au XIXe siècle, ce qui aura comme conséquence une dégradation des conditions de travail pour les ouvriers et donnera naissance au mouvement ouvrier. Ce n'est qu'à partir du XXe siècle que la tendance s'inversera, sous l'effet des luttes ouvrières et de l'institution d'un nouveau rapport salarial fordiste. La longueur moyenne des journées de travail et leur nombre annuel aura tendance à diminuer. Le travail va également être fortement modifié à cause de la machine. Le travail humain est reconfiguré compte tenu de l'existence de cette dernière. On assiste d'ailleurs à la décomposition du travail, ce qu'on appelle le taylorisme. Mais quels sont les critères du taylorisme? Eh bien, pour faire vite, il y a tout d'abord un salaire au rendement, selon le temps utilisé pour la production. Ensuite, une division horizontale des tâches à un même niveau d'activité. À chaque opérateur doit être attribuée une tâche, la plus simple possible. Et finalement, une division verticale des tâches. Mais le taylorisme n'est pas sans conséquences. En effet, il engendre la perte de compétences des artisans, la pénibilité du travail et le travail en miettes, ou encore la perte de sens pour le travailleur qui se sent instrumentalisé. Comme je l'ai dit précédemment, la révolution industrielle est indissociable du capitalisme. Cette dernière s'est en effet appuyée sur les systèmes bancaires et monétaires qui avaient déjà été mis en place avant elle. On peut distinguer une phase de constitution du capitalisme pré-industriel qui démarre au XVIe siècle, d'une phase d'industrialisation proprement dite. Par ailleurs, deux processus se sont croisés pour qu'au XVIe siècle se constitue le premier capitalisme. Le premier processus fut la construction de réseaux bancaires et financiers en Europe, notamment avec l'apparition des crédits, de l'activité de change, etc. Et le deuxième processus fut la construction du système monétaire. On a également constaté une transition vers une société de capitaux, contrairement au Moyen Âge, où les sociétés de personnes étaient beaucoup plus répandues. On doit cette mutation au fait que l'importance des capitaux nécessaires au développement industriel rend difficile la propriété purement individuelle, et même familiale de l'entreprise d'ailleurs. De là donc vient la constitution de sociétés commerciales, constituées par l'association de détenteurs de capitaux. Et cette concentration de capitaux, justement, elle va permettre les transformations technologiques industrielles qui vont modifier la structure de production. Car oui, avant la révolution industrielle, les artisans travaillaient souvent depuis chez eux, même tout le temps. Tandis que sous la révolution industrielle, l'on constate une concentration des activités productives qui vont notamment donner naissance aux grands bassins industriels et vont provoquer un exode rural comme jamais vu auparavant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram, qui se trouve dans la description, ainsi que ma dernière vidéo sur le maréchal Pétain. Sur ce, moi je vous laisse. Portez-vous bien.